là, au cours des 3 dernières années, il y a eu 270 publications internationales sur le sujet. Donc, on voit qu'il y a une dynamique scientifique pour essayer de comprendre, mieux traiter, proposer des solutions et ainsi de suite. Et on voit ça et on se rend compte qu'à 5 ans, en fait, on parle de rémission à 5 ans dans 50% des cas. Rémission, rétablissement, ça veut dire guérison, on peut l'entendre comme ça aussi. Stabilité, reprendre sa vie, fonctionner avec ses particularités et ses difficultés, mais qu'on apprend à gérer et qu'on... C'est aussi une question qui se pose sur le plan, moi je suis psychiatre, aussi prescripteur de traitements pharmacologiques, et la question des prescriptions des traitements pharmacologiques dans ce cadre-là, c'est super compliqué parce que, en fait, j'allais dire, on a fait n'importe quoi pendant longtemps. On a surtout chaque dimension ajouté une molécule, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont surtraités et pas traités correctement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas besoin à un certain moment, attention, je ne veux pas faire passer un faux message, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on mette tout à plat. Et c'est ce qui est en train de se passer dans une journée de travail comme celle-ci, c'est aussi ce qui est en train de se passer. J'ai vu le programme, il est très très riche. Malheureusement, je vais être aux urgences, je ne vais pas pouvoir vous écouter, mais bon. Il est très riche et il implique tous les acteurs. Il s'inscrit pour nous, et c'est important aux hospices civils, dans une dynamique qui a commencé il y a 5 ans avec une idée, hein, c'est Charline qui a commencé, Charline Magnin, qui a commencé à dire, là, il faut vraiment, on est aux urgences, on voit beaucoup de personnes qui viennent, qui reviennent, pour lesquelles il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de solution. Et on voit aujourd'hui que sur le territoire, il y a un réseau qui se construit avec Adipsy, avec CEDRE, avec le CLAP, avec les structures de secteur et avec CARE, bien sûr. Avec un dispositif où depuis 2 ans maintenant on attaque des groupes et on commence à faire des choses et j'espère en tout cas que ça bénéficie aux personnes concernées qui sont ici et que continuent aussi à travailler avec nous à un moment ou à un autre pour optimiser les prises en charge. Voilà, je vais m'arrêter. Juste remercier particulièrement l'équipe de Claire, Charline Magnin, mais aussi Marie-Alix, Floriane, Emeline, Oral, et bientôt Aurélie, Aurélie qui commence, et l'ensemble, je ne veux pas en oublier. En tout cas, merci à vous d'organiser cette journée et passez une excellente journée de travail. Au revoir. Merci Emmanuel, on est en effet vraiment super heureux de vous avoir tous ici aujourd'hui. C'est une journée qui nous tenait vraiment beaucoup à cœur avec l'équipe et avec le réseau, de diffuser des choses autour du trouble borderline, un message aussi positif et voilà, plein de choses intéressantes, j'espère, au cours de cette journée. Je passe tout de suite la parole au docteur Martin Blais et à Céline Fesson qui vont vous présenter le fonctionnement du trouble borderline. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, du coup, comme dit, je suis le docteur Blais. Je travaille à Adipsy avec Marion Zenou, Mélissa Hamad, Arjin, qui est notre père aidant, et différents collègues, au développement, du coup, d'une filière de soins pour les troubles de personnalité qui, depuis 1 an, prend en charge des patients sur le plan individuel et groupal. Je participe aussi avec Charline à la création du réseau un peu local. On essaie justement, dont cette journée, la première création, si je puis dire. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être accompagné de Céline Fesson, parce qu'en fait, il y a eu une idée qui a émergé aujourd'hui avec cette journée de conférence, qui est le fait que, de plus en plus en psychiatrie, on essaie de donner la parole aux personnes concernées. Et l'idée de cette journée, c'était aussi de leur donner la parole. Céline, c'est qui va vous présenter votre histoire. Je vais parler 20 minutes et puis Céline va avoir l'occasion de s'y parler 20 minutes. C'est une patiente qui a suivi le programme de soins à Adipsy, qui a terminé sa première année, et on trouvait ça intéressant d'avoir aussi l'avis des patients, parce que ceux qui commencent la thérapie, très souvent, ils ont du mal à percevoir la possibilité que les choses puissent changer et que les choses puissent s'améliorer. Et c'est toujours important d'avoir des avis de gens qui ont pensé ça, qui, je l'espère, ne le pensent plus. Voilà. Moi, du coup, je vais vous parler de comment fonctionne le trouble borderline, qu'est-ce que c'est finalement le trouble de personnalité borderline. Ce qui est une lourde tâche, puisqu'en fait, c'est une très vieille histoire. On en parle beaucoup depuis une trentaine d'années, mais en fait, c'est une vieille histoire. Ça fait depuis quasiment 100 ans qu'on commence à en discuter. Le problème, c'est qu'on en discutait, mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Jusque dans les années, on va dire, 75-80, c'était des patients compliqués. Voilà, ça s'arrêtait à peu près là. Et très vite, on a eu des gens qui se sont intéressés, qui ont commencé à créer un diagnostic, donc quelque chose dont on va voir les critères, mais avec des critères
de descriptif, hein, qui disait finalement, voilà, les patients borderline, ils ont ça, 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 ça. Et on a pu faire grâce à ça de la recherche, jusqu'à ce qu'il y ait une dame, qui est cette dame, qui a un trait sur le visage, mais cette dame qui s'appelle Marsha Linehan et qui a montré qu'on pouvait le traiter, pas forcément directement, mais en tout cas l'améliorer. Et après, il y a eu d'autres gens qui ont développé des thérapies et une conceptualisation pour le trouble. Mais ce qui est un truc important à comprendre, c'est qu'en fait, comme tout objet en psychiatrie, il y a des milliers de conceptualisations possibles d'un même objet. Il y a des patients qui présentent des tableaux communs et chaque personne va essayer d'y mettre son interprétation et la manière dont il va comprendre et du coup créer une thérapie basée sur la manière dont il le comprend. C'est pour ça qu'en fonction de à qui vous parlerez, il y a différentes thérapies, etc. Mais globalement, on tourne à peu près autour du même sujet. Pourquoi parler du trouble de personnalité borderline? Le professeur Poulet en a parlé un petit peu. Ça représente 1 à 2% de la population générale. Attends, parce que du coup, il y a une d'accord. Non, mais c'est bon, je pense que c'est les aléas du direct. Oui, c'est bon, ici. C'est les aléas du direct. Donc, c'est 2% de la population générale. Ça représente, tenez-vous bien, 10% des visites aux urgences, ce qui est absolument énorme, en fait, parce que ça veut dire qu'un patient sur 10 qui passe aux urgences présente des symptômes au minimum de troubles de personnalité borderline. Ça représente 20% des patients hospitalisés en psychiatrie. Alors que c'est loin de représenter 20% des patients en psychiatrie, on va dire des maladies psychiatriques, ce qui montre bien que c'est des patients qui sont souvent mal diagnostiqués et mal traités, et pourtant c'est des patients qui souffrent et qui ont tendance à avoir recours à des comportements autodommageables de manière récurrente, mais également à des comportements suicidaires de manière récurrente. Ce qui amène à la question finalement de c'est quoi un trouble de personnalité borderline? Déjà, avant d'être borderline, c'est un trouble de personnalité, c'est-à-dire un problème de la relation à soi, c'est-à-dire de l'identité, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs, et de l'autodétermination, vers quoi je veux aller dans la vie, est-ce que je veux aller vers tel emploi, est-ce que je veux aller vers telle passion, est-ce que je veux investir tel type de groupe. Donc il y a un problème de la relation à soi et de la relation à l'autre, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre et à se comprendre ce qui se passe dans ma tête, c'est la capacité d'empathie. Et j'ai du mal à gérer l'intimité, c'est-à-dire quelle justesse je peux mettre dans mes relations. Est-ce qu'il faut que je sois extrêmement fusionnel, défusionnel? Est-ce que j'évite les relations parce que c'est source de trop de stress? Tout un tas de choses. Mais c'est ça qu'on appelle un trouble de la personnalité. C'est important à comprendre que avant d'être borderline, c'est un trouble de la personnalité. Parce qu'en fait, très souvent, les patients ont un trouble de la personnalité, qui ont un trouble de la personnalité borderline, ont aussi des traits de personnalité d'autres sphères qu'on abordera pas aujourd'hui, mais qui peuvent aussi du coup rendre très différents certains tableaux de patients qui ont le même trouble. Deux patients borderline peuvent ne pas se ressembler, et c'est en partie pour ça. Mais ce qui va caractériser le trouble de la personnalité borderline, ça va être surtout, et on verra les critères après, cette notion de dépendance relationnelle majeure et de peur de l'abandon. C'est vraiment ça qui va caractériser ce qu'est le trouble, c'est-à-dire que, étant donné que je n'ai aucune idée de qui je suis, de ce que je veux, et que j'ai beaucoup de mal à gérer mes relations, je vais avoir tendance à les surinvestir pour apprendre à savoir qui je suis, puis à les désinvestir quand j'ai l'impression que les gens partent, parce que s'ils partent, je reviens à ne pas savoir qui je suis. Et il y a une espèce de boucle qui se met en place, qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble, qui va du coup constituer vraiment ce trouble. Et c'est compliqué de prendre toute l'histoire d'un patient borderline, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu générique, et Céline nous présentera également et nous reviendra sur son histoire, ce qui nous permettra justement d'avoir un peu de concret et de ramener un peu de réel aussi dans cette théorie. L'idée, c'est que les patients borderline, ils ont à la base, naissent avec une prédisposition génétique à le devenir. Il ne s'agit pas de dire que c'est fataliste et que les patients ils vont forcément être borderline dans leur vie, mais ça veut dire que c'est des patients qui vont avoir génétiquement des émotions, et notamment en lien avec la sensation de solitude et de rejet, beaucoup plus fortes que la moyenne. Ça, c'est de base. Déjà, à 2, 3, 4 ans, on a des patients, et des parents de patients surtout, qui décrivent que la première fois que je l'ai laissé, je ne sais pas, par exemple, aller à la danse, ça a été la cata, c'était extrême, parce que dès qu'il y avait une sensation d'abandon, ou dès qu'il y avait globalement une émotion, elle était trop, trop forte. Et ça, c'est depuis toujours. Le problème, c'est que très souvent, l'environnement dans lequel je vais grandir, il n'est pas nécessairement adapté à ça, puisque l'environnement n'est pas nécessairement comme moi. Et il faut bien comprendre que
cet environnement, bien entendu en dehors de concepts de maltraitance ou de traumatisme, mais de manière générale, c'est pas un environnement qui est malveillant, dans le sens où c'est surtout un environnement qui est inadapté aux besoins du patient. C'est-à-dire qu'on peut parler un peu de mismatch, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le patient qui a des prédispositions génétiques à avoir beaucoup d'émotions et donc beaucoup de besoins face à un environnement qui ne l'a pas forcément et qui, du coup, va pas pouvoir répondre de manière la plus efficiente possible à ça. Et donc, du coup, le patient, il vit des trucs très relous et en plus, l'environnement n'est pas adapté à l'aider à vivre des trucs très relous, si je puis dire. Et donc, du coup, il va grandir un peu comme un alien, quelqu'un en souffrance qui ne peut pas comprendre ce qui va se passer, surtout qu'il va se dire, bon, ça va bien passer avec le temps, donc je vais le mettre sur le tapis, puis on va voir ce que ça dit. Le problème, c'est que ça reste. Et que quand ça reste, c'est vague émotionnel, quand ça reste, c'est tolérance à la solitude, je vais avoir du mal à définir qui je suis, parce que ça fluctue tout le temps, les émotions. Ça va fluctuer aussi tout le temps les comportements que je vais avoir en fonction, forcément, de l'émotion, si elle est forte ou si elle est normale. Ça va également avoir des impacts sur mes relations, on va le voir après. Et ça va avoir des impacts également sur ce que je pense de moi. Si je me sens bien, je vais avoir une bonne image de moi. Si je me sens pas bien, je vais avoir pas une bonne image de moi. Et c'est cette idée que, du coup, il y a une incapacité à définir qui on est et à définir ce qu'on veut et à définir ce qu'on vaut dans cette situation-là. Alors, du coup, le problème, c'est que le besoin humain fondamental, c'est de savoir qui il est. Et du coup, je vais me grandir en pensant que la vie est difficile et fait souffrir parce que j'ai aucune idée de ce que je suis, ce que je veux. Je sais juste que je suis bizarre et que ça risquera d'être comme ça pendant toute ma vie. Souvent, on vient de se rajouter des traumatismes qui viennent en gros mettre un coup de pied dans la béquille de celui qui essaye d'apprendre à marcher avec des béquilles. Et donc, c'est compliqué. Et là arrive l'adolescence. Et le problème de l'adolescence, c'est quoi? C'est que de base, ça active beaucoup les émotions. Donc, si vous prenez plus par plus, ça fait 2 plus. Et donc, ça fait l'explosion des tempêtes émotionnelles. Et il va bien falloir les gérer, ces tempêtes émotionnelles. Il va bien falloir gérer ce vide identitaire, ne pas savoir qui je suis. Et on est des humains et on est des animaux sociaux. Donc, ce qui marche le mieux, c'est les relations à l'autre. Et on se met en place 2 phénomènes qui sont, du coup, conjoints et reliés. On va avoir une incapacité à savoir qui on est, donc un besoin des autres pour savoir qui on est, et un besoin des autres globalement pour se sentir moins mal, mieux. Alors du coup, je vais avoir l'autre, il va venir, et je vais dire, putain, c'est génial en fait d'être en relation avec des gens, c'est génial d'être en relation de couple, c'est génial d'être en relation avec ma famille, mes amis, et je vais rentrer dans une espèce de fusion, il faut que ça soit parfait. Et la personne en face étant imparfaite par essence, ça ne va pas l'être. Il y a un moment où je vais me dire, peut-être en train de se barrer là. Et le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que ça, si il part, je reviens à l'état de base. Et l'état de base, c'est la souffrance. Et donc ça devient, c'est un processus qui va se mettre en place je me mets dans les relations fusionnelles très intenses. Au début, ça marche, mais si elle part, alors je reviens à la souffrance. Et donc, je vais avoir peur que la personne parte. Et donc, je vais devenir de plus en plus dépendant de l'autre, de plus en plus avoir besoin de l'autre pour savoir qui je suis et définir ce que je veux. Et du coup, ça va entraîner un impact sur mes relations. Donc, je vais avoir de plus en plus de difficultés dans les relations qui vont devoir devenir de plus en plus intenses pour pouvoir soulager ces difficultés, etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect relationnel. Si on est un peu plus sur le tangible, il y a l'aspect gestion des crises. Parce qu'on a dit, il y a un problème d'identité, il y a un problème de relation, mais il y a aussi un problème de gestion des émotions, d'une manière générale. Les émotions, elles sont intenses. Et du coup, on a besoin de les gérer. Sauf que l'environnement étant pas adapté à nous apprendre comment gérer ces trucs-là, on va avoir besoin d'utiliser des stratégies qu'on va découvrir sur le tard, finalement. Et ces stratégies qu'on va découvrir sur le tard, ça va très souvent être l'addiction, l'escarification, comportement à risque, tout ce qui va être, je vais chercher finalement à réduire le niveau d'activation à 0. Et l'immense problème qu'on a, nous, en tant que psychiatre, c'est que ça marche. Et qu'il y a peu de choses qui marchent mieux. Je prends l'exemple des scarifications. Quand j'ai une crise émotionnelle, ce serait mentir de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux. Sinon, les patients ne le feraient pas globalement. Ça, c'est un point important. Et du coup, c'est pas que ça marche pas. Effectivement, ça va soulager immédiatement, ça va me faire du bien, voire juste diminuer le mal. Mais le problème, c'est que j'en ai besoin de toujours plus, j'ai besoin d'aller toujours plus loin, j'ai besoin d'y aller toujours plus fort, et surtout, je n'apprends pas à réguler mes émotions. Et en fait, ça va être que je vais faire de plus en plus de crises,
qui vont entraîner de plus en plus de comportements autodommageables, qui vont entraîner de plus en plus de crises, parce qu'en fait, in fine, ça va finalement augmenter le nombre de crises, qui vont entraîner de plus en plus de comportements autodommageables. Et donc, si on essaie de résoudre tout ça, de résumer tout ça, on a des gens qui ont beaucoup d'émotions et beaucoup de problématiques avec l'abandon de base, qui grandissent dans un environnement où ils ne se sentent pas en adéquation. Du coup, ils n'apprennent pas à réguler ni leurs émotions, ni à savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Donc, il y a une grosse problématique identitaire associée à la problématique émotionnelle. Et du coup, le problème, c'est que on va se mettre en place des comportements problématiques pour gérer les émotions, des relations problématiques pour gérer l'identité des émotions, et bien sûr, tout ça interagit. Les émotions vont impacter les relations vont impacter les émotions, etc. Et donc, on a une espèce de cercle vicieux de « t'es en relation, je t'adore, j'ai l'impression que tu pars, ça me fait péter les plombs, comportement autodommageable, ça augmente les problématiques de régulation émotionnelle, j'ai un conflit, je me sépare, je retrouve une relation, etc., etc. » Et en fait, il y a vraiment cet aspect-là. Et quand on parle de relations, c'est très important de comprendre qu'on ne parle pas du tout que de relations amoureuses. On parle de relations au sens large. Il y a les relations amoureuses, bien sûr, et il y a aussi les relations familiales, ça c'est surtout chez les adolescents, les relations, enfin pas que d'ailleurs, mais les relations sociales, les relations amicales, etc. Donc, on peut se dire que finalement, tout ça c'est très compliqué, et c'est du paragouinage de psychiatre. En gros, globalement, on a 9 critères qui vont nous aider à poser un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Et ces 9 critères, on peut les résumer comme ça, et ils reprennent un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est la problématique de régulation émotionnelle très intense, qui est là. Les efforts effrénés pour éviter les abandons réimaginés, les relations interpersonnelles instables, et vraiment cette idée de dévalorisation et d'idéalisation pour définir un couple de l'identité, qui je suis, ce que je veux, ce qu'on disait tout à l'heure, des comportements impulsifs, des comportements suicidaires, parasuicidaires, un sentiment chronique de vide, parce que forcément tout ça entraîne une acclimatisation de l'expérience humaine normale qui est le vide. Et les patients peuvent décrire typiquement, par exemple, je me sens comme une espèce de coquille d'œuf, mais sans œuf à l'intérieur. Vraiment quelque chose une enveloppe sans rien dedans. Donc ça peut être physique, et ça peut bien sûr être existentiel aussi. Et les colères, c'est le pendant de la dysrégulation émotionnelle. Et puis également, dans les moments d'activation émotionnelle extrêmement intense, on va avoir cet aspect aussi parfois de paranoïa, voire de dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, le cerveau, quand il y a trop d'émotions, il y a un peu c'est comme s'il y avait un incendie électrique au niveau des neurones, et donc le cerveau ne capte plus rien, et donc il va avoir tendance à ne plus avoir sa capacité à fonctionner normalement, et donc à dissocier et ou à sauter aux conclusions et à avoir tendance à entrer dans la paranoïa ou à se sentir menacé par l'extérieur. Résumé comme ça, c'est une conceptualisation, c'est celle qui me parle le plus, mais ce n'est pas nécessairement la seule et l'unique, je tiens à le dire. Mais on peut le résumer comme ça. En fait, le patient borderline, de base, qui n'est pas en crise, il est dans une espèce d'état où il est attaché, il est tenu. C'est-à-dire que, alors ça veut dire qu'il va bien, ça veut dire qu'il va pas mal. C'est une espèce d'état d'équilibre précaire où il est sur un fil. Il peut se sentir un peu triste, un peu vide, mais globalement, il est dans l'idéalisation. Ça se passe bien, je suis entouré, tout va bien. Mais il reste du coup très sensible à la solitude et au rejet. Il y a un moment où ça va sauter. Ça va sauter parce qu'il va y avoir cette sensation d'abandon, de rejet qui va s'activer. Et donc là, comme on disait tout à l'heure, il y a une activation du système de la peur parce que, ouais, mais s'il part, c'est la cata. Parce qu'en fait, s'il part, c'est tout ce que j'essaie d'éviter. Et donc, du coup, il va y avoir cette anxiété, cette colère, l'activation de ces problématiques de régulation émotionnelle et surtout avec une demande d'aide qui va être extrêmement intense. Si mes proches me soutiennent pas, je vais mieux. Si mes proches ne me soutiennent pas, par contre, je vais me sentir seul. Et ça va être de pire en pire jusqu'à ce que je reçoive un soutien. Qu'on s'entende sur soutien. Je vais prendre l'exemple d'un patient qui s'est fait quitter par sa copine et qui était à l'hôpital, mais qu'à l'hôpital, il était toujours aussi mal. Ce patient-là, il avait ses parents autour de lui. Il avait ses amis autour de lui. Mais pourtant, il continue à s'effondrer. Pourquoi? Parce que ses proches, là, qui devaient le soutenir, c'était ceux qui avaient fait ressentir, en l'occurrence, ces périodes, un abandon. Donc, en fait, c'était cette fille qu'il fallait qu'elle revienne. C'était pas ses parents, etc. Donc, c'est vraiment cette idée c'est aussi la personne qui va me créer cette sensation qui doit revenir, entre guillemets. Plus de manière générale. Et c'est vraiment cette idée de cycle infini de ça va,
j'abandonne, c'est la cata, je me sens pas bien, jusqu'à ce que je me fasse soutenir. Là, je reviens à l'état de base. Et je suis en moment émotionnel, bah, ça va s'équilibrer comme ça. Ça va monter 20 balles, j'arrive tout en haut et ça va durer longtemps. Et ça va être intense. Et donc, du coup, ce qui va se passer quand on va avoir les comportements autodommageables, c'est qu'en fait, on va agir et ça va redescendre tout de suite. Alors là, du coup, on se dit pas pourquoi on ne le fait pas plus, bah, parce qu'en fait, ça revient toujours plus, et il faut toujours plus. Et en fait, in fine, on n'arrive pas à réguler les émotions de manière fonctionnelle et efficiente. Du coup, comme ça ne donne pas très envie, parce qu'on se dit, mais comment on fait? Pour être tout à fait honnête, pendant très longtemps, et d'ailleurs, nous, quand on a été formés, pourtant je ne suis pas très vieux, ça commençait tout juste à se dire qu'on pouvait traiter les patients borderline. Ça, vous dites ça à un psychiatre il y a 20 ans, vous rionnez. Et en fait, c'est vrai. La majorité des patients, en fait, à 15 ans, 20 ans, ils sont en rémission, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les symptômes. Mais il y a 50% des gens qui vont quand même rester dans un état qui va être complexe. Plus pour le trouble borderline, mais pour autre chose, souvent pour des conséquences. Donc ça veut dire que même si le trouble en soi, il s'améliore avec le temps, les patients, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'avoir des thérapies. Thérapie, psychothérapie, pas thérapie médicamenteuse. Parce qu'en fait, il n'y a zéro médicament qui a reçu une approbation par les autorités pour traiter le trouble borderline. Par contre, il y a un certain nombre de traitements qui ont un intérêt pour aider à traiter le trouble borderline. Mais il n'y en a aucun qui le traite en soi. Et ça, c'est un point important. Il n'y a rien qui remplace une psychothérapie. Par contre, une psychothérapie peut avoir besoin de médicaments dans certains cas pour fonctionner au mieux. Vous ne pouvez pas faire de la psychothérapie à un patient dépressif mélancolique, parce qu'il ne pourra pas parler. Et donc, on aura besoin d'un traitement antidépresseur, par exemple. Mais l'idée, c'est que ça va être un appoint, ça va être un appui, ça ne va pas être un traitement de fond. Et les points centraux du traitement, alors les traitements, c'est les traitements de 3 lettres. Alors, vous avez la TCD, dont on va parler aujourd'hui, la TBM, la FP, le GPM, le SCM, donc tous les trucs en 3 lettres. Globalement, l'idée, c'est que tout passe par les mêmes points. Même si tout le monde a son jargon, tout passe par le même point. C'est déjà de comprendre d'où le trouble vient, comment le trouble fonctionne et d'où il vient, de manière générale. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est groupe de psychoéducation à Pierre. Ça, c'est groupe de psychoéducation à DIPSI, à CEL, groupe de psychoéducation. Ça, c'est le premier truc fondamental. Si on ne sait pas ce qu'on attaque, on ne peut pas l'attaquer. La deuxième chose, c'est d'apprendre des stratégies de régulation émotionnelle efficaces. Et donc, pour les stratégies de régulation émotionnelle, il y a TCD à CARE, TCD à DIPSI, TCD à CEL. Globalement, l'idée, c'est il y a des crises et on va essayer de changer les comportements autodommageables pour les mettre par des comportements qui fonctionnent mieux. Et une fois qu'on a fait ça, le plus important et le plus central, ça va être de reconstruire une vie qui a du sens et qui a du sens en dehors du soin. Les patients borderline, c'est des patients qui sont très, très souvent soignés en hôpital, qui ont une utilisation des soins qui est importante. Et du coup, ça amène une problématique, c'est que du coup, souvent, leur vie devient le soin. La vie des patients devient le soin. Et l'enjeu, c'est de reconstruire une vie en dehors du soin. Et ça va passer par le travail, mais y aller tranquillement, hein, mais retourner progressivement au travail, à des activités, à de l'associatif, à un tissu social qui est stable, essayer d'investir un tissu social qui est stable, à aider, en tout cas s'investir dans des valeurs morales qui font sens pour le patient. C'est ça qui va traiter le trouble. Les stratégies de régulation émotionnelle du monde ne remplaceront pas ça, parce qu'en fait, en vérité, on peut être le meilleur pour réguler les émotions. Si on est en soin toute la semaine, le vide n'y partira pas. Donc c'est vraiment l'adjonction de ces 3 points ensemble qui font qu'on peut traiter les gens. Et alors du coup, avant de passer la parole à ma collègue Céline, du coup la question qui se pose, c'est bon, c'est bien mignon d'avoir plein d'infos et comment on fait pour traiter les patients, super, il y a des thérapies qui marchent. Du coup, on les fait où? Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et c'est vrai. Du coup, avec Charline, donc l'équipe de CARE, l'équipe de la DIPSI, et puis maintenant avec avec des équipes sur les nations, on essaye de monter un réseau qu'on a appelé RLTP,
réseau de données de personnalité, pour aider les thérapeutes et les patients à trouver des ressources et des centres de soins sur Lyon. Vous avez le site web là, et on vous a notifié différents centres. Vous pouvez contacter, il y en a des centres sectoriels qui vont dépendre de là où vous vivez, il y en a qui ne sont pas sectoriels. Mais globalement, l'idée, c'est d'essayer de condenser un peu tous les professionnels qui travaillent sur ce sujet-là. Donc, s'il y a des professionnels dans la salle qui travaillent sur ce sujet-là et qui veulent s'investir dans le réseau, bien entendu, ils sont les bienvenus. Et c'est donc assez long le son. Je vous demande de l'applaudir parce que ce n'est pas un exercice simple pour nous. Ça. On m'entend? Donc, comme on vous disait, l'idée de cette journée, c'était aussi beaucoup de donner la parole aux gens qui savent ce que c'est, non pas dans les livres, mais dans l'expérience. Et donc, j'ai souhaité du coup donner la parole à Céline, qui est une patiente qui est assez emblématique finalement de ce qu'est le trouble borderline, dans le sens et surtout l'évolution au fur et à mesure du temps. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse aussi nous témoigner de son expérience. La première question que j'aurais envie de poser à Céline est la suivante. On a dit un peu l'histoire, comment ça apparaît, on dit qu'il y a une vulnérabilité génétique, on dit qu'il y a un environnement qui est compliqué, on dit que l'adolescence c'est compliqué. Comment vous, ça s'est exprimé pour vous l'apparition de ces symptômes et l'apparition de ces difficultés? Donc, ça a apparu dès l'enfance, aussi loin que je me souvienne, hein, dès la primaire. J'ai toujours eu un décalage, une hypersensibilité bien distincte et un isolement, du coup, je me sentais toujours seule, toujours à part, toujours différente des autres, même si, bon, sans raison apparente, quoi. Donc, isolée dès le début, pardon. Et différent sur quel point, on dirait, l'hypersensibilité, c'était sur les émotions, il y avait d'autres choses? Sur mes émotions, sur la façon dont je voyais les choses, les petits détails que je remarquais peut-être plus que d'autres. Tout me touchait plus que les autres. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer plus clairement, quoi, mais par exemple, j'étais sensible à ce qui se passait dans le monde, par exemple. Alors, à un âge où les enfants ne pensent pas forcément à tout ça, j'y étais très sensible, quoi. C'est un décalage qui, du coup, était intense. Voilà. Et ça représente, c'est une très belle explication de ce qu'on disait tout à l'heure sur les émotions qui génétiquement de base le sont. Parce que quand on a 5 ans, ces considérations-là dont on parle depuis tout à l'heure, elles ne sont pas mentalisées, elles ne sont pas représentées dans l'esprit. C'est juste vécu. Et du coup, l'autre aspect, c'était l'environnement. Vous disiez que du coup, l'environnement n'était pas forcément adapté, en accord avec ces différentes difficultés-là. Bah pour le coup, j'ai pas eu un environnement sympa, on va dire, parce qu'il était même agressif, quoi. Il était violent, agressif. Donc j'ai manqué de sécurité très tôt. J'ai été considérée un peu comme le mouton noir, quoi, la tête de Turc. Ouais. J'ai été mise à part finalement. Alors non seulement moi je me sentais un peu isolée, mais je l'ai été aussi par les autres. La différence, elle fait que c'est assez cruel, surtout avec les enfants. Donc ouais, on m'a mis à part, et que ce soit les enfants et les adultes d'ailleurs. Les adultes ne comprenaient pas forcément. Donc voilà, on me mettait au fond, on me mettait à part, mais j'étais déjà catégorisée, quoi. Ce qui représente assez bien aussi ce qu'on disait sur l'environnement pas adapté, c'est-à-dire que, bon, Céline vous disait de manière précise que les enfants et les adolescents sont quand même les plus cruels, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, c'est pas que les enfants et les adolescents, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a un fonctionnement qui est différent, ça va être très compliqué pour l'environnement de comprendre s'ils ne l'ont pas vécu. Et donc, la première réponse qu'on va apporter, c'est oui, on va le repousser quand même assez loin. Donc, ok. Et on parlait de l'adolescence aussi tout à l'heure. On disait finalement qu'il y a un changement à l'adolescence. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui résonne? Est-ce que ça vous parle? L'adolescence, c'est pire.
Clairement, l'adolescence, ça a été ça a été catastrophique, quoi, vraiment, sans peser mes mots, parce que ça a été la crise permanente, en fait. L'adolescence, je l'ai vécu comme une énorme crise qui a duré, en fait, pendant des années. Parce que, comme c'est M. Blais, dans tous les cas, nos émotions nous submergent, quoi, et puis on commence à rentrer dans les relations un peu plus intimes, on rentre au collège, donc la difficulté est plus intense. Donc voilà, à l'adolescence, c'était encore pire. Je pourrais même dire que finalement, je l'ai vécu un peu comme un gros traumatisme, l'adolescence. Il est vite arrivé, du coup, les scarifications. J'ai vite senti le besoin de me faire du mal. De me faire du mal pour me soulager. Hein. Donc voilà, l'envie de plus être là, l'envie de me faire mal. Et ce qui est intéressant, c'est le besoin, plus que l'envie. Je trouve bien que c'est un besoin de se faire mal pour se faire du bien, quoi. C'est en se faisant du mal qu'on se soulage, qu'on se rassure, et d'ailleurs, ça n'a pas aidé mon sentiment de me sentir un peu bizarre, un peu à l'écart, parce que je me suis dit, je suis folle, quoi, parce que j'ai besoin de me faire du mal, ça me fait en quelque sorte du bien, donc ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Et alors, peut-être que, je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, mais finalement, ce qu'on disait, c'est que le besoin du comportement autodommageable, là on parle d'escarification, parce que c'est quand même le plus fréquent, mais c'est au-delà de l'escarification, ça va être la mise en danger, ça va être les comportements addictifs, ça va être tout ça. L'objectif, il est le même à chaque fois, c'est activation émotionnelle, besoin de soulager les émotions, et donc le comportement autodommageable. Je ne sais pas si ça vous semble juste. Tout à fait, tout à fait. J'avais l'impression d'être tout le temps en recherche, en fait, de ce qui pouvait me faire du bien. Donc, ça pouvait aller de la sortie nocturne imprévue, organisée. Bon, ça pouvait être de petites conneries jusqu'à boire d'alcool, jusqu'à l'excès. Voilà, c'était prendre des médicaments par poignée. Ça pouvait être... en fait, c'était des pulsions, quoi, des moments... je trouve pas le bon mot. Il fallait absolument à un moment donné que ça se calme, que ça s'arrête. Donc voilà, c'était une constante mise en danger, en fait, l'adolescence. Hein. C'était vraiment... c'était constant. Et il y avait aussi l'idée de l'incapacité de pouvoir faire autrement, de ce que je comprends. Totalement. Non, j'étais incapable. Déjà, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, ni pourquoi, ni comment. Moi, dans ma tête, j'étais à part. J'étais bizarre, j'étais folle, j'étais même un alien. Quoi. J'étais pas faite pour être dans ce monde. Je me disais que j'étais née... que j'étais pas née comme tout le monde, quoi, en fait. J'ai ma vision du coup de moi-même qui s'est complètement détournée, quoi. Je me voyais comme du coup le mouton noir, comme la race à part, quoi. J'étais vraiment, pour moi, j'étais folle, quoi, en fait. Et les relations dans tout ça? Les relations ont été compliquées déjà, très très compliquées. Très intense. Alors, j'en avais pas beaucoup et les peu que j'avais étaient très intenses et très compliqués, quoi, les coups. Comme vous l'avez très bien décrit, c'était vraiment du moment que ça allait bien, ça roulait, j'allais bien, j'étais mal. Et du moment qu'il y avait un petit pépin, une dispute ou quoi que ce soit, ça repartait dans les travers et j'explosais, quoi. Et finalement, là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, le fond du sujet, comment apparaît un truc de la personnalité, c'est-à-dire à la fois qui je suis, donc le mouton noir, hein, j'étais folle dans le sens de la violence de ce que ça peut impliquer. Oui, pardon. Il y avait une recherche d'identité constante. Il y avait une recherche de qu'est-ce que je suis, qui je suis, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que moi je suis comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi je consomme comme ça et pourquoi pas l'autre comme ça. Je recherchais tout le temps des questions. Enfin, j'avais beaucoup de questions et je cherchais tout le temps les réponses. Et il y a cette question d'identité, il y a cette question des relations qui sont problématiques, et il y a cette question aussi de ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et on pourrait se dire, souvent on entend cette idée que ouais, mais c'est l'adolescence en fait. Ouais, mais non, parce qu'en fait, globalement, les adolescents en souffrance ne se scarifient pas forcément, ne font pas des passages à l'acte suicidaire, ne consomment pas autant
etc. Donc il y a vraiment cette idée que c'est plus qu'une adolescence difficile, c'est vraiment un trouble qui est en train de se construire dans le fond. Et on le voit avec le temps, quand on regarde avec le temps, l'intensité et les évolutions ne sont pas du tout les mêmes. Mais alors du coup, ça amène une question, c'est on souffre, mais alors du coup, on va rencontrer les soins à un moment. Comment ça s'est passé pour vous, ça? Les soins, pour moi, ils ont commencé très tôt. Donc, mon enfance, je me rappelle plus des maths des masses. Par contre, à l'adolescence, ouais, ça a commencé, je sais pas, vers 12-13 ans, où j'ai commencé par une hospitalisation. C'est comme, enfin, je sais pas comment dire. C'est violent, voilà. C'est très violent. C'est L'hospitalisation, l'hospitalisation, les soins en somme, parce que quand j'ai débarqué, bon, à ce moment-là, l'adolescence, début d'adolescence, c'était, comme je vous ai dit, une crise permanente, quoi, où j'étais vraiment baignée dans un cercle vicieux. Je vais mal, je consomme trop, donc je me mets en danger, etc. Et puis ça repartait. À un moment donné, bim, je me retrouve hospitalisée. Et ouais, c'est violent. Et on se retrouve face à des médecins, du coup, qui nous regardent, qui nous étudient, qui nous posent plein de questions. Et à ce moment-là, moi, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et puis, c'était l'envie de mourir qui trônait le plus. Donc, on nous regarde comme une bête curieuse, quoi. On nous regarde vraiment comme... enfin, du moins, on m'a regardé comme une bête curieuse. Il faut surtout pas la laisser dehors, faut vous faire hospitaliser, il faut machiner, et ça, plein de choses, quoi, que nous, on ne comprend pas forcément. et ça, justement, ça a entraîné quoi, cette idée de dire, faut pas la... c'est très important, il faut bien protéger, quoi. Pour ma part, ça a été pire que tout. Parce que finalement, déjà, j'y suis retournée très souvent, quoi. Et j'ai eu une vraie perte d'identité, quoi, à ce moment-là. J'osais plus du tout être moi-même, j'osais plus rien faire, j'osais plus exprimer, du coup. Parce que pour moi, si je disais que j'étais pas bien, du coup, c'était le mal absolu, quoi. Donc je ne disais pas ce que je ressentais, je ne disais pas ce que je faisais, j'essayais de me fondre dans la masse, en quelque sorte, quoi. Faire comme les autres, penser comme les autres, surtout se taire. Je fuyais beaucoup, je me suis mise à fuir à un moment donné, donc je me suis beaucoup isolée moi-même. Je ne voulais plus sortir, je voulais plus avoir les relations, du coup j'ai commencé à fuir les relations à ce moment-là. Avec aussi, ça c'est que finalement un soin. Et là, on retrouve d'ailleurs, c'est intéressant dans ce que vous décrivez sur le soin, le fait qu'on essaie de soigner au mieux et qu'en fait on aggrave, ça rappelle quand même souvent un environnement, en dehors des traumatismes bien sûr, hein, mais qui essaie de faire au mieux mais qui aggrave. Famille qui essaie de faire au mieux et qui aggrave, des soignants, des médecins qui essayent de faire au mieux mais qui aggravent. Et du coup, il y a aussi dans ce que vous décrivez le fond, c'est que je comprends pas ce qui se passe, j'ai aucune idée de pourquoi on me dit de faire des trucs, donc compliqué. Mais alors du coup, le diagnostic, il arrive, le concept de diagnostic avant même le diagnostic de borderline, il arrive comment vous dans cette histoire? Alors à l'adolescence, on disait que j'étais en dépression nerveuse. Voilà, c'était le diagnostic. Donc même ça, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ni pourquoi, ni comment, hein, parce qu'il n'y avait pas d'information quelconque. Je suis arrivée au CNP, je devais avoir j'étais dans la vingtaine, quoi. Et c'est là que le premier diagnostic du coup est arrivé, et ça a été plus que flou. Ça a été, voilà, vous êtes peut-être bipolaire, oui, vous avez des troubles de la personnalité. Et puis moi, à ce moment-là, je ne savais absolument pas de quoi il me parlait, quoi. Il n'y a pas eu d'information quelconque. Donc je me suis un peu, ouais, confondue avec ce diagnostic, quoi. Pour moi, j'étais plus une personne, ni malade, ni quoi que ce soit. J'étais un trouble. Voilà, j'étais une maladie. Et là, on parle pas encore, ce que je comprends, du diagnostic de borderline, on parle de dizaines de diagnostics. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de question de borderline. Je ne savais pas ce qu'était. Alors oui, il y a eu le mot borderline mélangé dans plein d'autres. Donc à ce moment-là, je n'avais pas les connaissances, je ne savais pas ce que c'était le borderline, ni rien du tout. Et c'est intéressant parce que du coup, étant donné que les patients borderline, ils ont tous les symptômes qui sont possibles, anxieux, dépressif, addiction, trauma, humeur, manie, tout est possible, voire même paranoïa, ils ont tous les diagnostics potentiellement. Jusqu'à ce que, en fait, on essaie de se dire, mais peut-être que c'est pas 10 troubles, mais que c'en est un qui s'exprime de 10 manières différentes. Le diagnostic de borderline, il arrive quand pour vous?
ou avec explication, etc. Le vrai. Donc ça fait à peu près 5 ans quand je suis arrivée à Dipsy. Et comment est-ce que ça vous a fait de comprendre un peu ce que c'était, d'arriver à capter finalement les différents enjeux de ce diagnostic? En fait, pour être honnête, au début, on en prend plein la tête, quoi. Il y a beaucoup d'informations, donc on est un peu alourdi par tout ça. Par contre, bah, ça m'a réveillée, quoi, en fait. C'est comme si j'étais dans le coma pendant des années et qu'on m'avait réveillée, quoi, en fait, clairement. On m'a expliqué ce que c'était le borderline, donc on m'a expliqué ce que j'avais et pas qui j'étais. C'était la différence très importante. Je me permets juste de rebondir à ça parce que c'est essentiel ce que vous dites. Et c'est pas du tout quelque chose que je dis dans la présentation. On parle de patients qui ont une problématique identitaire. Et on parle de patients à qui on donne des diagnostics, c'est-à-dire une étiquette identitaire. Et il faut faire très attention à ne pas confondre le trouble, ce qu'on a, et qui on est. Et ça, c'est deux choses qui sont bien différentes. Et on va justement en parler par rapport aux soins, parce que c'est un impact justement important sur le soin. Alors du coup, qu'est-ce que ça entraîne en termes de soins aussi? Bah écoutez, ça change tout. Ça change tout, parce que du coup, j'ai appris à connaître le trouble borderline et j'ai appris à me connaître moi à côté. Donc je me suis découverte, si je peux dire, quoi. J'ai appris qui j'étais à ce moment-là. Donc voilà, j'ai appris à connaître mes valeurs, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, enfin, etc. Ça peut paraître un peu bête, mais ouais, je l'ai appris à ce moment-là, quoi, en fait. J'ai découvert que j'étais à côté du truc, quoi, en fait. Et on peut dire que ça a diminué le sentiment d'aliénation aussi, dont on parlait tout à l'heure. Carrément. Bah ouais, ça y est, quoi, on divise la partie de ce qu'on a, de ce qu'on est, quoi, en fait. On n'est plus une maladie. Alors du coup, j'ai envie de le dire, on n'est plus foutu, en fait. Voilà. C'est surtout ça. On n'est plus foutu, on n'est plus, c'est plus désespéré, en fait. Ça y est, en fait, il y a une petite lueur d'espoir qui apparaît et te dire, mais en fait, voilà, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi, c'est pas bah, je suis plus un alien, quoi. Ça y est, je suis enfin un humain parmi tant d'autres. Voilà. Et pour autant, on est plus foutu, mais la thérapie, c'est compliqué. Je cite souvent Céline qui m'a dit cette phrase, mais vous allez pouvoir l'expliquer. La thérapie, c'est cracher ses tripes. Je trouve que c'est effectivement une belle métaphore. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça finalement? Comment la thérapie, ça s'est passé pour vous, ce que vous y avez appris, et puis comment c'était aussi difficile par moment? J'ai appris énormément de choses. Au tout début de la DIPSI, il y a eu énormément d'informations. J'ai vraiment pris ça comme un apprentissage. J'avais des cours, quoi, et j'apprenais tout ça. Bon, ça a été beaucoup d'informations, il a fallu digérer aussi tout ça. La thérapie, c'est cracher cette tripes, clairement, parce que j'ai vraiment tout donné, quoi. Physiquement, mentalement, j'ai donné mes souvenirs, j'ai donné ma confiance aussi à certaines personnes qui n'a pas été si facile que ça. J'ai dû m'exposer. En fait, clairement, j'ai dû aller à contresens de tout ce que j'avais envie de faire. Moi, terrifiée, j'avais envie de me barrer, quoi. En fait, j'avais envie de fuir, de retourner sous ma couette et foutez-moi la paix, quoi. Donc, j'ai dû aller à l'encontre, en fait, de tout ce que j'avais envie de faire, quoi. Clairement, j'avais aussi l'apprentissage, ça sera Gato qui nous en parlera tout à l'heure. L'apprentissage aussi de stratégie pour ça, de stratégie de régulation émotionnelle, de stratégie de communication, de stratégie de gestion de la crise aussi. C'est comme si j'avais appris, à marcher complètement de travers et qu'on rééquilibrait en fait carrément les jambes. J'ai réappris à marcher, quoi. J'ai réappris à parler, j'ai réappris à respirer, j'ai réappris à tout, quoi, en fait. J'ai appris à vivre, clairement. Et c'est pas tout nouveau. Mais vous y croyez ou pas? Comment? Vous y croyez ou pas? Pas du tout. Alors, pas du tout. J'étais loin, mais alors loin d'y croire. Pour moi, j'étais foutue. Pour moi, je ne pouvais pas être soignée. Pour moi, on ne pouvait rien pour moi. Quand j'ai commencé, je me suis un peu jetée à corps perdu, quoi, en vrai. Je me suis dit, mais allez, je tente ma chance. De toute façon, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et je me suis laissée surprise, en fait. Je me suis laissée... Vous avez été surpris par le travail paye, finalement. Les progrès. Du moment que j'ai constaté mes premiers progrès, je me suis dit, ah, mais en fait, peut-être que... Et ça permet aussi de dire que
par exemple, si vous voulez un exemple de comment ça se passe l'exposition, c'en est un. Ce qui est en train de se passer même à l'instant. Cette exposition, Dans le sens où, en fait, ça part de pas grand-chose, les expositions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au début, c'est pas des grosses expositions comme là, ça l'est. Comme je vous ai dit, j'ai réappris à marcher, etc. Au début, c'était les premières choses à faire, c'était de sortir de mon lit. Sortir de mon lit, se laver, voilà, sortir de chez moi. Ne serait-ce que couvrir ma porte d'entrée a été un véritable travail. Ça a été même de la torture un peu au début. Donc, sortir mes poubelles, aller chercher mon courrier. Ces choses toutes simples du quotidien, je les ai appris très durement. En fait. Au tout début, c'était ça, c'était sortir de mon lit carrément. Et alors, dans ce que vous décrivez, il y a apprendre, ça c'est toutes les infos qui arrivent, la régulation émotionnelle, réapprendre à marcher, les expositions, dont aujourd'hui est un magnifique exemple, mais il y a aussi reconstruire une vie qui a du sens en dehors, ce troisième point. Alors là, complication encore plus, quoi. Parce que finalement, dans les soins, j'ai trouvé de la sécurité, j'ai trouvé de la bienveillance, j'ai trouvé des trucs vachement sympas que j'avais pas trop connus. Donc finalement, j'ai eu un peu l'impression d'être accro du coup aux soins, d'être accro à l'endroit, du coup, je me dis, je vais mieux ici, mais enfin, à l'extérieur, j'y arriverai jamais, quoi, en fait, finalement. Je ne peux pas être à l'extérieur. Donc, et c'est là où la connaissance de moi-même a servi, c'était de chercher un peu dans mes valeurs, dans ce que j'aimais, pour aller creuser du coup à l'extérieur. Aller chercher des trucs qu'on aime à l'extérieur. Alors, ça se fait vraiment petit à petit parce que j'ai envie de dire, c'est le moment où l'envol, quoi. Du coup, on laisse un peu. Et, ça a commencé par quoi pour vous, si vous avez un exemple d'activité, par exemple? Je suis allée chercher dans les associations ce qui me plaît. Enfin, j'avais toujours dans l'idée de travailler pour une association, d'aider les autres, quoi, en fait, clairement. C'était un peu gros dit, mais voilà, on est allé chercher dans les associations. Et clairement, ça m'a plu, ça m'a activé. C'est quelque chose qui m'attire. Du moment en fait que ça fait vibrer, on est sur la bonne voie, en fait. Et un point très important aussi, c'est que même ça n'a pas été facile. Non. D'y aller. Il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de raison de vivre en fait. J'avais pas de raison de vivre et j'ai eu la sensation pendant très longtemps de pas pouvoir revenir à l'extérieur en fait. C'est bien beau, j'arrive à faire ça, mais en fait le jour où j'ai plus de soins, je vais complètement me courir, je vais jamais prendre le bus. Et là, c'est exactement un marqueur de du troisième point. C'est pour ça qu'on peut être la meilleure régulatrice des émotions. Finalement, si en dehors il n'y a pas de sens, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on peut dire que cette journée et cette intervention, et puis même de manière générale, participent aussi à ça, participent à l'idée de qu'on mettait l'aide à l'autre parce que c'est quelque chose qui est important pour vous aussi de pouvoir transmettre ça. C'est important pour moi. Ouais. Je voulais, j'ai envie d'ailleurs encore de transmettre du coup mon vécu, ce que j'ai appris, je pense que finalement, ce que je sais faire de mieux, c'est de remotiver, c'est de réconforter, etc. Et je pense que je vais y prendre ma place petit à petit. On commence en tout cas. Et oui, complètement. Et avant de conclure, qu'est-ce que vous auriez envie de dire s'il y en a dans la salle aux patients qui commencent et qui ne croient pas du tout? Moi Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Écoutez, moi non plus, j'y croyais pas du tout, et pourtant, je me retrouve devant vous à parler. Donc, je pense que des fois, il ne faut pas trop se réfléchir du comment, du pourquoi, il faut le faire, en fait. À un moment donné, il faut juste foncer et pas trop regarder les détails, mine de rien, au début, c'est comme ça. Donc voilà, je suis la preuve vivante que ça marche, quoi. Et pas forcément en y croyant. C'est pas en y croyant que ça marche. Non, il faut vraiment le faire et se donner, cracher ses tricots. Et ça marche. Voilà.